Il est totalement dédié à, la présentation de l'ERC à des personnes qui connaissent peut-être l'ERC que de nom et qui ne savent pas exactement, ce à quoi l'ERC, de ce qu'est l'ERC. Donc on est bien sur cette logique d'esprit ERC, le b.a-ba du débutant. La session va être composée, tout d'abord d'une introduction, de manière à poser l'ERC dans le paysage du programme cadre européen Horizon Europe et même, de manière plus générale, dans le paysage des financements européens. Ensuite, on attaquera la présentation de l'ERC elle-même. C'est quoi l'ERC exactement? Son historique, avant d'attaquer les différents types de bourses ERC, les dossiers ERC, l'évaluation, et je passerai la parole à ce moment-là à Rosa Bernal Carrera, qui est ma collègue du PCN ERC. On finira avec quelques chiffres et conseils et en conclusion, je vous présenterai, tout le parcours d'accompagnement dont vous bénéficiez, aussi bien au niveau européen qu'au niveau français, et je vous présenterai également l'offre de services du PCN-ERC. Également présent ici du PCN-ERC, Pascale Massiani, qui interviendra, quand elle voudra compléter les informations que moi et Rosa vous donnerons sur les ERC. Alors, tout d'abord, la présentation du contexte dans lequel se situe le programme européen ERC. Alors, l'ERC, c'est un financement européen. Donc, je vous souhaite dire quelques mots. Nous avons souhaité dire quelques mots sur les institutions européennes qui sont vraiment le cadre très général dans lequel l'ERC se situe. Donc, tout d'abord, les institutions européennes sont constituées d'un Conseil européen qui regroupe les chefs d'État et de gouvernement et qui définit les grandes orientations stratégiques de la politique de l'Union européenne. Ce Conseil européen est présidé par Charles Michel, dont vous avez pu entendre parler, je pense, à l'occasion. Adossé à ce Conseil européen, il y a une entité qui met en œuvre de manière exécutive les grandes orientations politiques, c'est la Commission européenne, qui est constituée de 27 commissaires, dont un est en charge de la recherche. Merci de penser à couper à vos merci, voilà. La Commission européenne, c'est l'organe exécutif, c'est aussi l'organe qui propose les lois qui sont ensuite discutées au sein du Parlement européen et au sein du Conseil de l'Union européenne. Le Parlement européen, c'est l'instance où nous, les citoyens européens, sommes représentés. Donc, il discute, il modifie les lois, il les vote. Au sein du Conseil de l'Union européenne, on trouve des représentants des États membres, en l'occurrence les ministres en charge de tel ou tel dossier. Donc, c'est des sortes de conseils de l'Union européenne thématiques. Eux aussi, à partir des lois proposées par la Commission européenne, discutent, modifient et votent ces lois. Une loi, pour être adoptée, doit avoir à la fois le consensus donc, du Conseil de l'Union européenne et du Parlement européen. Deux autres organes dont je ne parlerai pas ici, c'est la Cour des comptes européenne et la Cour de justice. Vous recevrez le PowerPoint et vous aurez comme ça le lien vers une petite vidéo qui vous permet de voir la présentation des institutions européennes un peu plus avant. On va continuer, on va faire un focus sur la Commission européenne maintenant. La Commission européenne met en œuvre un plan programmatique qui se déroule de 2021 à 2027. Il a une présidente, Ursula von der Leyen, dont vous voyez ici la photo. Nous avons souhaité mettre en exergue les priorités de la Commission européenne pour les 7 ans. Ces priorités, ce sont globalement aussi des priorités on va parler tout à l'heure du plan de relance de l'Union européenne, ce sont des priorités complètement en lien avec les priorités du plan de relance européen. Donc l'Europe adaptée à l'ère du numérique, une économie au service des personnes, une Europe plus forte sur la scène internationale, la promotion de notre mode de vie européen et un nouvel élan de la démocratie. Donc ça, c'était le discours d'intronisation, c'est issu du discours d'intronisation d'Ursula von der Leyen. Adossé à ces politiques, très classiquement, il y a un budget. Donc le budget de l'Union européenne pour cette période de 7 ans est de 2 000 milliards d'euros. Vous pouvez trouver des chiffres un peu différents, un peu plus faibles, qui sont en fait des chiffres en euros constants de 2018. Mais là, ce sont les chiffres, on a pris ces chiffres-là à vous mettre en avant. Et le budget de l'Union européenne est constitué de deux sources. Une source
traditionnelle, celle qui était, utilisée auparavant dans tous les programmes dans tous les plans programmatiques et qui est le cadre financier pluriannuel qu'on trouve ici en bleu, c'est le long term budget. Donc cette source financière, ce sont essentiellement les États membres, donc je ne ferai pas le détail de la des mécanismes qui permettent de financer cette ligne et vous aurez les informations dans le livret pour lequel on vous a mis un lien dans ce slide. Et puis il y a une nouveauté, dans ce plan programmatique, c'est la présence du Next Generation EU. Le nom vous dit peut-être rien, mais quand je vais vous parler du plan de relance européen, qui a nécessité de faire appel à des emprunts sur les marchés, ça va mieux vous parler parce que ça a été un sujet il y a à peu près 2 ans. À l'issue, à l'occasion ou à la faveur de la crise du Covid-19, l'ensemble de l'Union européenne a souhaité, lever ses fonds de manière à relancer un dynamisme, européen, au sein des États membres. Le budget de 2 000 milliards d'euros est éclaté en grandes priorités et nous, ce qui va nous intéresser, c'est la première. Marché unique, innovation et numérique. C'est là, donc chacune de ces priorités, cachées derrière, entre guillemets, il y a un certain nombre de programmes. Derrière Single Market Innovation, il y a, entre autres, Horizon Europe, donc 95 milliards d'euros qui sont financés sur le cadre financier pluriannuel, le long term budget, et on a 5 milliards en plus, à peu près 5 milliards en plus qui viennent du plan de relance. On va maintenant s'arrêter sur on va commencer, on recentre, on focalise de plus en plus, le sujet. Donc maintenant, je vais vous parler d'Horizon Europe. Horizon Europe, c'est le principal, en termes d'ampleur et de budget, outil qui permet de financer de la recherche collaborative, de la recherche au niveau de l'Union européenne. Il y en a d'autres, mais c'est le plus gros. Il est piloté par la direction générale en charge de la recherche. Donc, il y a une commissaire affectée sur ce thème. Donc, la commissaire actuelle s'appelle Maria Gabriel. Elle aussi, c'est une politique. Elle a reçu une feuille de route, hein, de la part d'Ursula von der Leyen pour mettre en place ses actions. Et elle peut s'appuyer sur une structure administrative, disons, qui est la Direction générale de la recherche et de l'innovation, la DG Recherche. Elle est actuellement, dirigée par Marc Lemaître qui vient d'être nommé, aujourd'hui même, en fait. La DG Recherche est bien dans comment dirais-je? La mise en œuvre stratégique du programme cadre d'Horizon Europe. Elle s'appuie, elle aussi, sur un relais de proximité de tous les acteurs d'Horizon Europe, que sont les agences exécutives. En particulier, l'agence exécutive pour l'ERC, le RCEA, European Research Council Executive Agency. Horizon Europe est donc un outil de financement de la recherche et de l'innovation qui va se dérouler sur la même période que le plan pluriannuel, donc 2021-2027. Pendant cette période, les règles du jeu sont définies, la structure du programme est définie, le maximum des budgets alloués pour ce programme est défini. C'est ce qu'on voit ici. Donc, il s'agit du 9e programme cadre, hein, c'est un outil, les programmes cadres qui ont été mis en place en 1984, donc ça commence un peu à dater et pour le coup, cette succession de programmes cadres a permis à la commission de construire des outils qui sont assez pratiques d'utilisation pour notre communauté académique. 3 piliers principaux, un pilier dédié à l'excellence scientifique, un pilier qui s'adresse à tous les défis sociétaux, économiques et sociétaux auxquels l'Europe est confrontée, et un pilier, le 3e pilier, totalement dédié à l'innovation. Le budget donc est de 95 milliards d'euros et vous avez ici les budgets par pilier, 25 milliards pour le pilier 1, 53 milliards pour le pilier 2 et 13 milliards pour le pilier 3. En complément, il y a un pilier couché ou transversal de 3 milliards d'euros, dont l'objectif est d'harmoniser les capacités de recherche entre les différents États membres. Ces appels sont ouverts aux 27 pays de l'Union européenne et des États associés, et dans quelques cas particuliers qui sont définis dans le cadre des appels à d'autres pays.
Quand on veut cherche un appel en particulier, on va sur un portail du participant dont vous avez l'indication ici, vous avez le lien ici. Avant de me concentrer sur le pilier 1, je vais dire quelques mots sur le pilier 2 et le pilier 3. Donc le pilier 2, comme vous le notez, c'est celui qui drive la majeure partie des financements, un peu plus de la moitié. Il regroupe uniquement des projets collaboratifs, donc ça nécessite d'avoir 3 partenaires minimum, 3 pays différents dont 2 États membres. Et la particularité des appels du pilier 2, c'est qu'ils ont, des objectifs, une sorte de cahier des charges qui est fixé. On vous demande de répondre à une question auquel, l'Europe est confrontée. On vous dit: «Cette question, elle devra soulever, enfin, elle devra avoir tel ou tel impact», et donc ici, on n'est pas sur des appels, blancs, donc des appels sans objectifs, vraiment définis. Heu, Vous devez rentrer, vous devez répondre aux attentes qui sont fixées par la Commission européenne. Le pilier 3, on y trouve à la fois des projets collaboratifs et quelques projets monobénéficiaires. L'objectif global du pilier 3 est de rendre l'Europe plus compétitive et notamment de faire émerger des secteurs technologiques, clés et permettre le développement d'une excellence européenne et d'un leadership européen sur ces secteurs économiques clés. Je vais maintenant me concentrer sur le pilier 1, donc l'excellence pour la recherche. Le budget est réparti de la manière suivante. Donc, sur les infrastructures de recherche, un budget de 2 milliards d'euros. Je vais détailler un peu après. 6 milliards d'euros pour les actions Marie Curie et 16 milliards d'euros pour les ERC. Bon, l'équilibre du budget est fortement corrélé au fait que, on va pas tarder à voir que les bourses ERC sont des bourses conséquentes en termes de budget, ce qui explique cet équilibre. 26 du programme cadre est dédié au pilier 1. Alors, avant de rentrer donc dans le vif du sujet de l'ERC, ces appels à projets, la plupart, c'est pas tout à fait vrai pour les communautés, pour les infrastructures de recherche, ce sont des appels blancs. Qui dit appel blanc ne dit pas projet, n'importe quel projet qui peut être déposé, par la communauté. Il y a en général des profils de projets qui sont définis et surtout il y a une philosophie attachée à chacun des instruments qu'il faut bien comprendre, parce que si on ne répond pas aux attentes fixées, dans le cadre de ces instruments, peu importe qu'on travaille à fond sur le dossier, on n'a pas de chance d'être financé. Je vais d'abord me concentrer sur les appels, Marie Curie, Marie Sklodowska-Curie, dont l'objectif principal est le développement de la carrière des chercheurs à peu près à tout stade de leur carrière. Des doctorants peuvent bénéficier de ces actions, des des postdoctorants qui ont une ancienneté en recherche de jusqu'à 8 ans après la thèse, et puis tous les enseignants et chercheurs. L'objectif de cet instrument est vraiment la formation par la recherche et la recherche est dans ce cas-là un véhicule à la formation de ces personnels. On a donc des actions qui financent, des contrats de doctorants, donc ce sont des projets collaboratifs. Des actions qui financent des postdoctorants, ce sont des projets monobénéficiaires que l'on dépose avec un postdoc qui est identifié au démarrage, et des actions qui ont pour but de développer et d'accroître les compétences des chercheurs et des enseignants-chercheurs à travers des mobilités, internationales ou intersectorielles. Alors intersectorielles, il faut comprendre des mobilités entre le domaine académique et le domaine privé. Enfin, il y a une action un peu particulière dont vous avez peut-être entendu parler en tant que citoyen, c'est la Nuit européenne des chercheurs, qui a donc pour objectif de rapprocher la recherche du grand public et qui fait l'objet d'un financement dans le cadre des Marie Curie. Les communautés thématiques et technologiques, les appels du domaine infrastructure, donc les États membres ont un certain nombre d'infrastructures sur leur territoire et depuis de nombreuses années, l'Europe finance des actions qui ont pour but d'interconnecter ces infrastructures de recherche, qui ont pour but de les développer,
de permettre un meilleur accès à toute la communauté, à toutes les parties prenantes à ces, infrastructures. Et quand on parle d'infrastructures ici, on parle d'infrastructures physiques, des lieux dans lesquels se trouvent des grands instruments, mais pas que, ça peut être des infrastructures numériques, voire des bibliothèques, des bases de données. Elle a également une action, de renforcement du potentiel d'innovation et d'accroître là aussi les compétences des ressources humaines, dans le cadre de ces infrastructures. Tout ça concourt à renforcer la politique européenne, dans le cadre des infrastructures. On va maintenant commencer à s'intéresser au sujet du jour, donc les ERC. Donc les ERC, ce sont des bourses qui sont attribuées. Donc le terme de bourse est important parce que ce sont des projets qui sont portés, qui sont centrés autour d'une personne. On verra que la notion d'une personne qui est mise en avant n'empêche pas que cette personne soit entourée. On y reviendra après. L'élément clé qu'il faut retenir, c'est que ce sont des projets de recherche en rupture et on va avoir l'occasion de le développer dans les tout prochains slides parce que c'est vraiment une notion qui est clé à comprendre et à bien assimiler quand vous réfléchissez à créer, quand vous vous faites plaisir à réfléchir à votre projet européen. Contrairement à tous les autres projets européens, le seul critère d'évaluation, c'est l'excellence scientifique. Pour tous les autres projets, donc hors ORC, il y a 3 critères d'évaluation: l'excellence scientifique ou du projet, l'impact et la mise en œuvre. Ça n'est pas du tout le cas sur les ERC et vous allez vite comprendre pourquoi quand on va parler de l'histoire de la création de l'ERC. Et donc c'est ouvert à toutes les disciplines. Si on doit donner quelques mots-clés, on est sur les Marie Curie, de la formation de personnel à différents stades de la carrière par la recherche, les appels infrastructures pour renforcer la communauté autour des infrastructures et donc la recherche en rupture pour l'ERC. Ah, flûte. Hop, je reviens en arrière. Alors, avant de commencer le cœur du sujet, est-ce qu'il y a des questions, des interrogations par rapport à cette première partie? Rosa, est-ce que tu as repéré des questions dans le chat ou je Non, pas reprenne du un tout. peu? OK, Il n'y a pas de alors on va grandes attaquer. idées ou des questions sur le chat. OK, Je eh pense ben, on que va tu peux y aller. attaquer le vif du sujet. Alors, maintenant, on va parler de l'ERC concrètement, de quoi on parle. Alors, tout d'abord, on va parler un peu d'histoire. Jusqu'en 2007, l'Union européenne ne finançait pas du tout la recherche fondamentale. Heu, Elle ne le voulait pas, elle estimait que ça n'était pas son rôle. C'est grâce à un lobbying de votre communauté de recherche, vous les chercheurs, qui en 2007 a permis de convaincre la Commission européenne qu'elle devait créer un instrument pour financer de la recherche fondamentale. L'ERC est donc le fruit d'un lobbying réussi de la communauté de recherche. À l'issue de ce lobbying, la communauté de recherche n'a pas du tout disparu du paysage de l'ERC, puisqu'elle est représentée à travers un conseil scientifique de 22 personnes, 22 chercheurs reconnus dans différents domaines, présidé par Maria Leptin depuis fin 2021. Ce sont les chercheurs qui définissent les objectifs, les priorités de l'ERC. L'agence exécutive que l'on a vue tout à l'heure a pour but, donc le RCEA, a pour but de mettre en œuvre les décisions du conseil scientifique et aussi de vérifier que les décisions et la manière de mettre en œuvre ces décisions respectent la réglementation européenne et les souhaits de la Commission européenne également. Le RCEA est basé à Bruxelles et donc elle a un budget de 16 milliards d'euros, ce qui revient à peu près à attribuer 940 bourses par an. Ici, vous avez l'évolution du budget de l'ERC depuis le FP7, depuis sa création. Donc, c'est un budget qui suit la croissance des budgets des programmes cadres. Une différence avec Horizon 2020, qui était le programme cadre précédent. Nous étions 28 pays, hein, puisqu'à l'époque, il y avait l'Angleterre qui était partenaire, qui était État membre. Aujourd'hui, le budget est réparti sur 27 pays. Les États associés, donc si un jour l'Angleterre devient un État associé, contribueront à hauteur des bourses qu'ils obtiendront. Donc
Pour le coup, ça voudra dire que les budgets ici, le nombre de bourses devrait augmenter. Bon, à ce jour, l'Angleterre n'est pas encore associée à l'Union européenne. Tout à l'heure, j'ai parlé donc de ce fameux projet aux frontières de la connaissance, en rupture, exploratoire. C'est quelque chose on va voir après comment on fait pour, concrètement essayer de toucher du doigt, ce qu'est un projet ERC. C'est vraiment un élément clé à comprendre quand on réfléchit, quand on dit: «Je vais candidater à l'ERC». J'ai une idée de projet, mais est-ce que mon idée de projet est un projet ERC? Un projet ERC, c'est pas simplement un projet qui dure 5 ans et qui coûte cher. Il a d'autres caractéristiques. Il s'adresse à des à un sujet soit qui n'a pas pu être résolu depuis des années dans votre communauté, parce qu'il manquait d'une hypothèse vraiment originale, parce qu'il manquait, d'accéder à des ressources documentaires ou à un terrain auquel on n'avait pas précédemment accès, ou alors qu'il y avait une nouvelle méthodologie qui permet de répondre à une question. Voire que vous portez, une spécificité en termes de parcours de carrière qui vous rend à même de répondre à ce projet. Le seul critère d'évaluation donc, c'est l'excellence scientifique, l'analyse porte à la fois sur le projet et sur le porteur de projet. Donc il est ouvert à toutes les disciplines et on verra après comment le RC s'est organisé pour arriver à faire une évaluation quand elle appelle toutes les disciplines. Un petit warning, si jamais par hasard il y avait des chercheurs parmi vous, des enseignants-chercheurs qui travaillent sur des domaines qui relèvent du programme Euratom, l'ERC ne finance pas les appels à projets qui relèvent de la fission, de la fusion, qui doivent être financés dans le cadre du programme Euratom. Mais sinon, toutes les disciplines peuvent participer à ces appels à projets. On retrouve la trace, de la création par vos pairs. L'évaluation scientifique ne sera réalisée que par des chercheurs. Il n'y a pas un industriel, contrairement aux autres appels à projets, qui va se glisser dans les panels d'évaluation. Il n'y a que des chercheurs qui sont des membres de panel, on va voir tout à l'heure de quoi on parle, ou des experts du domaine. Ce sont des bourses, donc elles sont «incarnées» entre guillemets par une personne, le principal investigator. Sur ce projet ambitieux, vous avez une autonomie financière pour 5 ans et pour les bourses individuelles, on va avoir des projets qui vont s'étaler au maximum d'1,5 million à 2,5 millions et pour les synergies, on peut monter jusqu'à 6 millions d'euros. Il y a des mécanismes qui permettent également des financements additionnels, mais si jamais vous avez un projet, qui nécessite moins d'argent, l'ERC peut financer moins. Il n'y a pas de condition de nationalité, le projet doit avoir lieu dans une institution européenne et parce qu'il est porté par une personne, si vous en éprouvez le besoin, vous pouvez faire déplacer le lieu d'exécution de votre, ERC partout en Europe. Et donc cette ERC, c'est une formidable opportunité d'avoir une autonomie financière et de permettre de vous affirmer pour les jeunes en tant que PI, en tant que jeune chercheur capable de mener un projet ambitieux au bout. Et pour les chercheurs un peu déjà plus installés, d'avoir une reconnaissance et une visibilité au niveau européen. Le projet scientifique donc, c'est vrai que je continue à développer dessus parce que c'est vraiment un élément clé, hein, de la réussite à l'ERC. Si votre projet n'est pas un projet ERC, il n'a pas de chance d'aboutir. Donc il y a vraiment une réflexion et une nécessité de bien comprendre de quoi on parle quand on parle de projet ERC. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de En rupture, aux frontières de la connaissance. Globalement, vous avez un projet ambitieux, vous faites des hypothèses, vous pensez que vous allez pouvoir atteindre les objectifs, répondre aux questions que vous annoncez dans votre projet, donc vous prenez un risque. L'ERC est totalement d'accord avec ça. D'ailleurs, elle attend des projets qui présentent un risque, le high risk. Le high risk vaut la peine d'être vécu parce qu'il y a un high gain. Et qu'est-ce que c'est le high gain dans le cadre de l'ERC? C'est simplement obtenir des résultats scientifiques qui vont permettre des avancées majeures. Alors quand je dis avancées majeures, c'est analysé à l'aune de votre ancienneté en recherche. L'ancienneté, c'est d'ailleurs qu'on attendra, on sera moins exigeant pour un jeune starting que pour un, entre guillemets, un vieux advanced. Mais cette notion d'équilibre, high risk, high gain, c'est important et ça permet aussi peut-être de vous aider à analyser si le projet auquel vous êtes en train de penser rentre bien dans cette silhouette
qu'a défini l'ERC. Alors les mots que j'ai employés, c'était un peu des mots génériques, hein, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a différentes manières de dire, bah, concrètement, on fait comment pour savoir, ce que c'est un ERC? Alors bien sûr, il y a si vous avez la chance d'avoir des lauréats ERC autour de vous, c'est le moment de les interviewer et de leur dire: «Mais comment tu as conçu ton projet? Hem, qu'est-ce que tu pensais être ERC dans ton projet?» Mais si ça n'est pas le cas, on a quand même d'autres ressources. On a des ressources en ligne que sont des vidéos sur les projets et là, il y a 2. Comme vous aurez le PowerPoint, vous aurez 2 liens. Un qui s'appelle Amazing ERC Science Project qui permet d'avoir des présentations, de projets qui ont été retenus. Donc ici, il y a quelques exemples, hein, on a eu l'occasion d'entendre parler de la photo, du trou noir, qui a été pris, qui est issu d'un projet ERC, par exemple. Et un autre, lien qui va interviewer donc des lauréats et qui explique un peu là, on est plutôt sur l'angle de l'impact puisque c'est, des questions, des interviews qui sont menées sur le thème de «How the ERC transforms science». Ce sont des appels blancs, donc l'ERC a dû s'organiser, hein, pour pouvoir évaluer, ces appels, qui peuvent venir de tout domaine scientifique. Donc elle a commencé par diviser, les domaines scientifiques en 3 grands domaines: SHS, sciences de la vie, sciences de l'ingénieur et sciences physiques et à l'intérieur de ces grands domaines, elle a refait les divisions. C'est ce qu'on appelle les panels. PEA, c'est un panel. Alors il y a des mots-clés, des titres de panels. Mais surtout, derrière, il y a un ensemble d'autres mots-clés qui définissent le périmètre scientifique du panel. Donc, quand vous allez commencer à réfléchir à l'ERC, vous allez vous dire, est-ce que mon projet est bien ERC? Et à un moment donné, il y aura la réflexion de à quel panel je vais candidater. Pour certaines personnes, ce sera très simple, ce sera tel ou tel panel. Pour d'autres, elles vont se poser la question de savoir, est-ce que c'est pas de l'interdisciplinaire? Donc là, il faut vraiment discuter et d'ailleurs pas hésiter à nous contacter, hein, pour en discuter avec nous. Puisque le panel, c'est le panel, on candidate au panel où se trouve la question, hem, la question clé, la question qui est vraiment en rupture par rapport à votre communauté et pas le panel où on va éventuellement appliquer, ses travaux. Donc le panel, peut parfois nécessite un choix stratégique. Certaines personnes hésitent entre 2 panels et décident, en leur âme et conscience entre guillemets, d'appliquer sur tel ou tel sur tel panel et là, la rédaction doit s'adresser à cette communauté. On a possibilité d'avoir accès aux noms des personnes qui sont passées par le passé, donc on peut construire un projet pour intéressant en lui-même et le cas échéant, c'est pas tout le temps le cas, l'adapter au panel auquel on candidate. Est-ce qu'il y a à nouveau des questions sur cette première partie? Non, pour le moment, il n'y a pas de mains qui se lèvent, Oui, mais il y a une première question. voilà, AZ. parfait. Ah ben là, ça y est, ça arrive. Ah Alors, on voilà, va commencer parfait. AZ. Donc, on vous invite à prendre la parole. Peut-être, je ne sais pas Oui, si vous enlevez le pouvez, micro. Ouais. activer directement votre micro et votre caméra et prendre la parole directement. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Ma question alors, c'était de savoir, alors j'ai beaucoup de questions en fait, mais c'est vrai que je vais commencer peut-être par ordonner ma tête. Oui, peut-être que certaines questions trouveront une réponse après, mais Oui, allez-y. je pense. Allez-y. La dimension de savoir ce qui est la rupture, il existe quelque chose de formalisé vis-à-vis de ça qui nous permettrait en fait pour nous parce qu'aujourd'hui, alors je travaille dans un service où nous, on doit, accompagner les chercheurs vers les ERC ou d'autres programmes tout simplement si l'ERC n'est pas calibré pour. Mmh. Et donc la question qui se pose, c'est quelle est en fait, est-ce qu'il y a une grille ou une sorte de comment alors qu'il n'y en a pas, voilà, d'accord, donc je Non, vois il y en a pas. les têtes Il y en a hochées. pas. Non, non, mais il y a d'autres OK. manières de faire. L'autre manière de faire, c'est de discuter avec le chercheur. Je vais le dire de manière synthétique, hein, mais il y a des manières de faire. En discutant avec les chercheurs, en l'interrogeant sur, hem, l'état de l'art précédent, est-ce que c'est en continuité avec ses recherches? Quelle est l'idée de rupture? Il y a une on peut essayer de parce qu'après, au final, c'est toujours le chercheur qui prend la décision.
Nous, le rôle, puisque j'ai le même rôle que vous également par ailleurs, c'est plutôt d'aider à la réflexion du chercheur et à sa prise de décision. Effectivement, ensemble, à la fin, vous pouvez décider, ben non, c'est pas un projet versé, il y a d'autres types de financement. Si Oui, jamais vous hésitez, n'hésitez pas à vous appuyer sur la communauté des autres chercheurs pour aider à cette réflexion. Je vois que d'accord. Pascal a mis la caméra, vas-y. Oui, c'est peut-être pour aussi un peu compléter, parce que la notion de rupture, c'est toujours une notion un peu difficile à définir. Mais ce que j'ai envie d'ajouter par rapport à ce que Caroline disait aussi, c'est que la rupture, en fait, c'est une recherche qui n'est pas simplement dans la continuité, une recherche conventionnelle par rapport à ce qui est en train d'être fait. Et souvent, on qualifie aussi, enfin, il y a on parle souvent d'effet waouh. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette Oui, expression, mais la rupture, c'est quelque chose qui va, ah ouais, c'est top là, l'idée, elle est, et il faut ressentir, il faut réussir à ressentir soi-même ça et à le faire exprimer par le chercheur pour qu'il atteigne cet effet-là, quoi. C'est pas simplement, voilà, je suis en train de faire une recherche et puis on va continuer de manière un peu plan-plan. Donc, il faut sentir ce plus. Et l'ERC définit aussi la rupture comme aller aux frontières de la connaissance, c'est-à-dire que vraiment, on pousse la connaissance au-delà de ce qui est habituel dans l'état de l'art actuel. Je ne sais pas si ça vous permet de mieux ressentir l'ensemble, mais tous ces éléments-là sont dans cette notion. oui, Rosa c'est une va Voilà. sorte ajouter quelque chose, vas-y. Et c'est une juste, sorte de réca, quoi, en quelque sorte, quoi. en fait, personnellement, si je me permets d'ajouter, il faut Oui, vraiment que soient les chercheurs qui soient capables de définir quel est l'état de l'art dans son domaine scientifique. Et si lui, il est capable de dire ce que je propose ira vraiment au-delà de ce qui est fait dans ma communauté, mais pas la communauté française ou européenne, mais au niveau de au niveau global, on va dire. Si c'est que la personne propose, c'est vraiment quelque chose qui va déclencher l'effet wow de Pascal dans la communauté scientifique dans laquelle il travaille, donc c'est peut-être un projet en rupture et un projet ERC. Mais c'est les d'accord. chercheurs qui doivent être capables de le dire. D'accord. Il y On avait une autre a question. Madonna, Pascal, Merci. pardon, Caroline. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour Bonjour. l'organisation de ce webinaire. Et moi, j'ai une petite question par rapport au panel des évaluateurs. Je voulais savoir, vous avez dit, il me semble qu'on peut savoir qui est dans le panel des évaluateurs qui va évaluer notre projet. Et je voulais savoir comment on peut avoir la vision sur la liste des évaluateurs des projets précédents et des projets à venir. Alors, je ferai une réponse brève parce qu'après, c'est développé dans les webinaires dédiés aux différents appels. On peut deviner les personnes qui sont là par un jeu, parce qu'on connaît les règles d'exercice au sein de ces panels, et donc on peut le deviner. Mais c'est un jeu, donc on peut avoir raison, on peut avoir tort. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand même de googler les noms des panels, puisque vous êtes un peu plus avancé dans la réflexion à la candidature, parce que ça vous permet de toucher du doigt la variété des personnalités qui seront amenées, enfin des domaines scientifiques, des backgrounds scientifiques des évaluateurs. Ce qui est une petite difficulté à la première étape. Et je reviendrai sur cette question dans la présentation aujourd'hui aussi. D'accord, Il très y a bien. quelqu'un d'autre qui a levé la Merci main. beaucoup. Aliénor, oui, s'il vous plaît. On ne vous entend pas. Si vous essayez de parler, il faudrait... Ah, il n'a pas de micro. Ah, d'accord. Donc, vous pouvez écrire. Pardon, je vais regarder dans ces cas-là dans Ouais. les chats. Bah, je prends la main, peut-être Rosa, ou parce que toi tu bascules après, tu prends la D'accord. suite. Attends. Ah, je vois pas. Je vois pas. Voilà. Donc, je partage mon écran maintenant pour pouvoir Ok, continuer. ça marche. Ah, Euh, flûte. Est-ce que c'est bien pour Voilà, vous là la c'est bon. présentation? Ouais, là Bien? ça va. OK.
tu as réussi à lire la question de... Ben, elle n'a pas encore écrit. Et D'accord. il y a une autre question de Thomas. Allez-y. Oui, oui, bonjour. Vous avez mentionné que par rapport au choix, c'est-à-dire soit, par exemple, moi je suis dans la biologie de la santé, donc je vais avoir plutôt tendance à me diriger vers l'immunologie, ce qui est mon domaine de prédilection. Mais mon projet ou l'idée du projet que je vais avoir va forcément s'appliquer à quelque chose de plus physiologique et médical. Donc, on va dire l'innovation va être, enfin, le but de l'innovation va être la thérapeutique et l'innovation médicale, mais en même temps, le projet est novateur par le fait que ça va aussi permettre de découvrir de nouvelles choses dans le domaine de l'immunologie. Est-ce qu'il est possible, par exemple, D'avoir de deux panels. pouvoir postuler sur deux Mm. panels? Est-ce que du coup, on va plutôt préférer, vous avez dit que c'était plutôt l'objectif final qui devait être Non, c'est plutôt l'idée le scientifique, celle où vous mettez, enfin, l'idée originale scientifique qui plutôt, qui définit plutôt le panel central. d'accord, donc plutôt mon domaine de base, c'est-à-dire là où ma recherche se fait. Donc, dans mon cas, plutôt l'immunologie. Enfin, c'est plutôt l'idée, là, à quel endroit est l'idée vraiment originale du projet? Celle où vous faites l'hypothèse que vous allez chercher à démontrer pendant la réalisation du projet, si c'est un système d'hypothèse. D'accord, donc ce serait plutôt en immunologie et là, d'accord, ça va, j'ai compris. D'accord, merci beaucoup. Et Alors, juste pour attends. compléter, je Oui, reviendrai aussi vas-y. sur ça. Il y a la possibilité de désigner aussi un panel secondaire. Mais pendant l'évaluation que je vais traiter, je reviendrai sur ces deux points. Donc, Alors, je vais relire la question d'Aliénor. mhm. J'entends qu'il est attendu de proposer un projet en rupture avec l'état de l'art et de le prouver, mais qu'en est-il des compétences attendues sur le porteur de projet? Il peut apparaître difficile de convaincre qu'un projet est en rupture lorsqu'on a construit un parcours de recherche cohérent. Donc là, c'est plutôt alors, on va laisser le sujet en stand-by parce qu'il y a une petite nouveauté. Je fais un peu de teasing. On va pas tarder à en parler dans quelques slides. Il y a une nouveauté par rapport au profil du chercheur et à l'importance du projet. Je pense qu'Aliénor, vous pourrez peut-être reposer la question si ce que vous entendez ne répond pas exactement à vos attentes. Je te laisse la parole, Rosa. Merci. Donc, maintenant, c'est moi qui prends la parole et je vais commencer pour présenter quels sont les différents types de bourses ERC sur lesquels on travaille. Donc, notre présentation aujourd'hui est allée de très loin, depuis vraiment comment on est pensé la Constitution européenne, comment ça se décline dans le financement de la recherche, etc. Et là, maintenant, on revient à la partie la plus pratique, on va dire, de quels sont les types de bourses ERC et comment ils sont financés. Nous avons 4 types de bourses et un financement additionnel. Pour les 3 premières que vous voyez dans les slides, ce sont des bourses qui s'adressent à une seule personne, un seul PI, un Principal Investigator, c'est les mots que vous allez entendre très souvent. C'est un chercheur qui est un leader scientifique qui va porter un projet. Et ça s'adresse à différents types de moments dans la carrière de ces chercheurs. Donc, les starting, qui sont pour des chercheurs qui ont entre 2 et 7 ans après sa thèse et qui seront financés à hauteur maximale de 1,5 million d'euros. Les consolidateurs, ce sont des bourses qui s'adressent à des chercheurs qui sont au milieu de la carrière, on va dire, au moment où ils consolident une équipe de recherche, entre 8 et 12 ans après la thèse. Et ils seront financés à hauteur maximale de 2 millions d'euros. Pour ceux qui ont ces années d'expérience après la thèse, ce sont des fenêtres d'éligibilité, on les appelle comme ça, mais ces fenêtres d'éligibilité peuvent être allongées en fonction de la carrière des chercheurs. De façon très particulière, par exemple, pour les maternités, il y a une extension automatique de 18 mois. Ou dans les cas des maladies de longue durée, etc., de plus de 3 mois, ce sont des extensions qui peuvent être considérées pour vraiment prendre en compte le développement de la carrière de ces chercheurs dans son ensemble. Une chose importante aussi, c'est que
ce sont les bourses ERC qui sont les en plus grand nombre. Ça s'adresse à ces groupes de chercheurs, starting et consolidateurs, parce que l'ERC souhaite développer vraiment le futur de nos chercheurs en Europe. Après, on a la catégorie Advanced, qui s'adresse à des chercheurs dans lesquels sont seniors, ça veut dire plus de 12 ans d'expérience. Il n'y a pas de conditions, pas de fenêtres d'éligibilité, et ils seront financés à un maximal de 2,5 millions d'euros. Pour ces trois catégories différentes, ils peuvent aussi prétendre à un budget additionnel de 1 million d'euros pour des questions spécifiques, par exemple d'accès à des infrastructures de recherche ou pour réaliser du travail de terrain très coûteux qu'il faut justifier. Comme l'ERC, c'est aussi un mécanisme d'attractivité pour des chercheurs qui sont peut-être des chercheurs européens qui se sont installés en dehors de l'Europe ou pour faire venir des autres chercheurs faire leur travail de recherche ici, une recherche d'excellence en Europe. On peut aussi dire que si la personne, un chercheur qui est en dehors de l'Europe souhaite proposer un projet européen et qui sera financé ici, il peut aussi dire on a besoin d'installer ces chercheurs en Europe, sa recherche, et il peut aussi prétendre à 1 million plus d'euros pour pouvoir financer la mise en place de son équipe de recherche en Europe. Donc ça, ces trois types de bourses, ce sont des bourses individuelles. On a après les bourses synergie. Il ne faut pas confondre les bourses synergie avec des projets collaboratifs. En réalité, ce qui se prétendent à travers les bourses synergie, c'est de vraiment adresser à un projet de recherche ambitieuse qui ne sera pas possible de l'aborder si chaque PI travaille de son côté. Ici, on parle d'un groupe de PI entre 2 et 4 maximum qui vont travailler ensemble autour d'un problème scientifique et dans lequel ils vont mettre ils vont combiner leurs compétences pour faire quelque chose qui sera beaucoup plus grand que ce qu'ils auraient pu faire chacun de son côté. Une chose importante de la bourse synergie, c'est que c'est le seul cas dans lequel l'Europe peut financer un des projets, un des PIs en dehors de l'Europe. Donc, il peut rester aux États-Unis, en Amérique du Sud, n'importe où dans le monde, et les autres 2 ou 3 chercheurs peuvent rester en Europe. Donc, ce sont des financements beaucoup plus importants, entre 6 et 10 millions d'euros, et aussi le budget additionnel peut aller jusqu'aux 4 millions d'euros. Et finalement, pour tous ces chercheurs qu'on a parlé, Starting, Consolidateur, Advance et Synergie, il y a un financement additionnel qui permet à un montant limité, juste 150 kg euros, de financer l'innovation, mais plutôt de financer l'exploration du potentiel d'innovation des idées qui sont issues des projets de recherche ERC. L'idée de l'ERC, c'est d'accompagner la transition depuis la recherche fondamentale vers l'innovation. Et après, dans la conception générale d'Horizon Europe, l'idée, c'est que le troisième pilier auquel Caroline avait parlé, ce sera le programme EIC, l'European Innovation Council, qui va prendre en compte les financements pour aller plus loin. Mais pour nous, la recherche à l'ERC, ça s'arrête à la recherche fondamentale ou bien avec un petit financement pour aller un peu plus loin, explorer les potentiels d'innovation, des résultats. Si on continue, il faut dire qu'on a les programmes, c'est les conseils scientifiques. Caroline l'avait explicité clairement il y a un moment, c'est le conseil scientifique qui va décider comment le programme ERC est mis en œuvre. Et c'est le conseil scientifique qui chaque année va proposer un programme de travail. C'est un programme de travail dans lequel vont être déclinés tous les appels de cette année, donc les appels Starting, Consolidateur, Advance, Synergie et Proof of Concept. Les 5 appels sont détaillés dans ce programme de travail et ils ont pas seulement les calendriers, comme celle qui est indiquée ici. Nous sommes toujours dans les programmes de travail 2023. Le seul appel qui nous reste pour ce programme de travail, c'est l'appel Advance. Là aussi, on va retrouver dans le programme de travail
qu'est-ce que c'est attendu de chaque appel à projet. Pour les starting, qu'est-ce que c'est attendu? Quel type de recherche va être financé? Comment ça va se décliner dans l'évaluation de chacune de ces appels? C'est très important de vérifier qu'on travaille vraiment sur le programme de travail qui nous concerne. Parce qu'il y a des fois une erreur de compréhension dans les calendriers, par exemple. Dans les starting grants, c'est le starting grant 2023 qui a été soumis en octobre 2022, par exemple. La deadline, c'est en octobre 2022. Pour les consolidateurs, la deadline a été en février 2023, les advances en 2023, les synergies, c'était aussi en novembre 2022. Cet calendrier un peu sur 12 ans, c'est un calendrier qui maintenant est d'une certaine façon stabilisé. Donc, si vous pensez au programme de travail 2024, il faut penser que les appels starting vont arriver avec la deadline en octobre 2023 et les synergies en novembre 2023. Pour le moment, donc, ce calendrier 2023, nous sommes à l'appel, comme je dis, Advance, c'est le seul qui nous reste. Et jusqu'en 2023, dans les appels sur lesquels nous y sommes, il y a toujours une description des types de candidats qui est attendue pour les appels. Donc, par exemple, pour les appels Advance, c'est dit clairement qu'on cherche un chercheur qui soit confirmé, avec un projet de recherche qui soit innovant, exploratoire, que les chercheurs doivent avoir un track record qui doit être éprouvé sur les 10 dernières années et qui a un leadership qui soit reconnu dans son domaine scientifique. Pour le programme de travail 2024, très probablement, ces descriptions vont changer et je vais expliquer pourquoi. Dans le programme de travail 2024, donc, que ce n'est pas pour le moment publié encore, il y aura des changements. Donc, d'abord, la publication s'est attendue vers juillet 2023. Les calendriers, comme je dis, c'est à peu près stabilisé. On ne connaît pas les dates exactes, mais on sait que les starting et les synergies vont arriver vers la fin de cette année. Mais il y a des autres changements très importants qui sont annoncés pour les appels et les programmes de travail 2024. Ces changements ont été annoncés fin décembre 2023. Les conseils scientifiques de l'ERC, je ne sais pas si vous suivez ou pas les discussions, très probablement oui, parce qu'on est dans la communauté académique. Il y a eu toute une discussion au niveau européen et au niveau de la communauté scientifique sur l'évaluation de la recherche et l'évolution des chercheurs. Vous savez qu'en 2018, l'accord DORA sur l'évaluation de la recherche a été signé à San Francisco et le conseil scientifique de l'ARC a aussi co-signé s'est joint à cette déclaration en décembre et ça implique un changement dans la façon comment les chercheurs sont évalués et donc les conseils scientifiques et l'ERC, ça se fait une évaluation par ses pairs. Donc, c'est une mise à niveau, on va dire, de ce qui est la tendance d'évaluation de la recherche au niveau international, de façon d'aller plus loin que de l'évaluation quantitative vers une évaluation qualitative des chercheurs, une évaluation aussi qui prendra en compte d'une façon holistique la carrière du chercheur. Et donc, ce changement qui a été déjà annoncé, comme je dis, et il y aura une évolution dans la présentation de la carrière dans les templates de la carrière du chercheur. Ça va permettre aux chercheurs de vraiment expliciter s'il y a eu des ruptures de carrière, des points importants qui ont fait l'inflexion dans la carrière que les chercheurs ont menée, ou bien présenter de son propre voix d'une façon particulière 2 ou 3 points qu'il considère que sont des contributions majeures ou qu'il a fait ou qu'il considère qui sont des contributions importantes dans son domaine scientifique. Ça va le permettre, ça va donner plus de liberté aux chercheurs de présenter son parcours. Il y aura aussi une suppression de la description du profil des PIs. Donc, ce qu'on avait indiqué il y a un moment sur qu'est-ce que c'est attendu comme les profils d'une advance ou d'une starting, parce que ça, c'était décliné dans les programmes de travail. Il n'y aura plus cette description dans les programmes de travail. Parce que justement,
on souhaite donner une libre expression au chercheur pour qu'il soit capable d'exprimer son parcours. Et une chose très importante, c'est que, sachant que les seuls critères d'évaluation, ça reste, il est toujours les seuls critères d'évaluation, c'est l'excellence scientifique du projet. Ça reste comme le socle fondamental de l'ERC. Il y aura dans l'évaluation une pondération qui va être présentée, on ne le connaît pas exactement comment, que ce sera à la faveur du projet au moment de l'évaluation. C'est-à-dire que on avait entendu parler beaucoup aux chercheurs ici en France, disant, est-ce que j'ai un profil ERC? Est-ce que mon profil est suffisamment bon pour me présenter à ces projets, à ces programmes? Ça va vous permettre de, si vous avez un projet qui est un excellent projet scientifique, qui est en rupture avec l'état de l'art dans votre domaine, de vraiment ne pas vous censurer et pouvoir aller à partir des appels 2024, les choses vont changer. Mais j'insiste, le socle d'évaluation, c'est toujours l'excellence scientifique. Donc, on va passer maintenant au dossier ERC. Il y a des questions. Ah, pardon. Alors, il y a Thomas Gensolène, excusez-moi si je prononce mal le nom de famille. Je vous invite à ouvrir votre caméra et votre micro pour que vous puissiez poser des questions. Excusez-moi, on avait déjà répondu à ma question précédente. Voilà. Vous avez oublié de baisser la main. Alors. Ouais. Ah, d'accord, je dois baisser la main. Pardon, excusez-moi. Désolé. Alors, Eric Mounou, est-ce que vous avez une question à poser ou peut-être que la réponse a été amenée par Rosa dans sa présentation? Non, pardon, j'ai laissé la main par erreur, je crois, mais désolé. Ah bon, mais voilà. Alors, Ok. par contre, voilà, AZ à nouveau. Je pense que là, il a levé la main juste maintenant, donc allez-y. Oui, alors j'avais deux questions, trois. La première, donc on a parlé d'inclure des pays associés hors UE dans le cadre du programme Synergie. Et alors, quels sont les pays? En fait, juste, c'est n'importe quel pays en dehors de l'Europe. Si, je vais clarifier. Dans tous les projets ERC, si la situation d'accueil est localisée dans l'Europe ou dans un pays associé au programme 4, ça, c'est d'office, c'est bon, c'est pour les bourses individuelles, il n'y a pas de souci. Les spécificités de synergie, c'est qu'un ou une chercheuse dans les groupes de PIs peut être localisé dans un pays en dehors de l'Europe ou en dehors des pays associés. Oui. Donc, par exemple, ça peut être un Japonais, un Américain, un Sud-Africain. N'importe qui. Et il sera financé complètement par l'ERC. Donc, il n'y aura pas besoin d'aller chercher des financements dans son pays. D'accord, donc pour Synergie, c'est bon. Pour Synergie, c'est bon. D'accord, donc j'avais cru comprendre le contraire, parce qu'on m'a donné une autre information. Donc, ok, donc ça, c'est bon. Non. On avait un doute. Hein. Et du coup, l'autre question, donc vous avez dit que l'excellence scientifique, c'est-à-dire le parcours, le CV du chercheur, serait moins regardé à partir de 2024. Ceci étant dit que le projet est toujours prioritaire en termes d'évaluation lors de l'attribution de la bourse ou non. Et donc, du coup, est-ce que le H-index est un élément important, justement, dans ce critère? Non. Justement, je vais clarifier parce que c'est important de ne pas que je sois bien claire dans ce que je dis, c'est que je ne dis pas qu'on sera moins regardant sur les CV du chercheur. Ce que je veux dire, c'est qu'il y aura plus de possibilités pour les chercheurs de présenter son parcours. D'accord. Il y aura plus de flexibilité à expliquer comment son parcours s'est développé ou quelles sont les contributions qu'il considère qui sont d'une certaine façon importantes qu'il ou elle a fait à la recherche. D'accord. Parce que maintenant, c'est très formaté et on essaie vraiment de donner la possibilité de s'exprimer d'une façon plus large et d'expliquer sa carrière. OK. Première chose. Et deuxième, c'est qu'on veut aller au-delà justement des métriques, des H-index, des choses comme ça. OK. D'ailleurs, c'est déjà le cas, tout ce qui est les évaluations qui portent sur
sur la publication elle-même, sur le type de publication, ne sont pas du tout considérés. Mhm. C'est vraiment permettre aux chercheurs d'aller plus loin de ce qui est la métrique et expliquer sa carrière. D'accord. Et par contre, il y aura vraiment une pondération Voilà ce que j'allais dire. majeure pour les projets, ce qui n'était pas le cas avant. D'accord. Une pondération majeure pour les projets. Pas vous majeur, êtes- on ne sait pas. Hein, on n'a pas les plus important, informations on va dire. encore, hein. Plus importante, mais qui Oui. pondérée par rapport à quoi? C'est ça la question. Parce qu'avant, c'était Il y a pas les de- CV et les projets étaient considérés au même niveau. Ok, ouais, 50-50. Ok, d'accord, j'ai compris. Mhm. C'est bon. Et oui. les valeurs exactes de cette pondération, on ne les sait pas. Pour le Oui, moment, oui. on va les connaître Bien au sûr. moment de la publication du programme de travail. Mhm. Et la dernière question, c'était comment dire, pour la question du panel des jurys, donc oui, ok, il y a connaître les jurys pour se renseigner, puisque normalement dans les jurys, il devrait y avoir des personnes qui seraient, comment dire, au courant de l'état de l'art, c'est-à-dire qui seraient des spécialistes du Ils domaine. sont. Mhm. Voilà. Mais Donc, je vais revenir dans donc, d'où la l'évaluation. réponse. Oui, je reviendrai au moment de l'évaluation sur les panels. Merci beaucoup. Felipe, je vous invite à ouvrir votre caméra et micro pour poser votre Oui. question. Bonjour, merci pour l'organisation du webinaire. Moi, ma question, elle est plutôt simple, je dirais. Vous avez parlé du coup de l'importance maintenant qui est donnée au CV des chercheurs. Cependant, vous parlez simplement de la contribution scientifique de ceux-ci. Ma question, c'est est-ce que la mobilité internationale, notamment la mobilité dans plusieurs pays d'Europe, elle compte également ou pas? Oui, elle compte. Elle compte dans Oui. le sens que ça montre la capacité d'un chercheur de s'adapter, d'aller, de bouger dans sa communauté aussi et de développer des collaborations importantes. Ça a été toujours un élément important du CV, la mobilité, ça le sera toujours. À D'accord. l'inverse, certains candidats n'ont pas beaucoup fait de mobilité et sont lauréats. Donc, il n'y a pas de règle absolue, hein, Tout à fait. de recette absolue. D'accord. Après, c'est comment vous mettez en avance la mobilité, par exemple. Oui, c'est ça. Au moment Et que quels vous sont les allez résultats? écrire, comment vous mettez en avant ce que vous avez appris ou qu'est-ce que ça a apporté à vous, mais aussi à la situation dans laquelle vous êtes allé ou à la communauté. Oui. Je sais pas. Aliénor posait également une question de savoir est-ce Merci. que seule mobilité post-thèse compte ou toute la mobilité. Ils vont regarder d'abord quel résultat. Donc, dans un contexte de recherche, quelle a été votre capacité à produire des résultats qui sont intéressants, impactants pour votre communauté, hein. La mobilité, c'est pas l'élément déterminant, c'est est-ce que vous avez été dans des institutions qui étaient particulièrement adaptées, par exemple, par rapport à certaines thématiques scientifiques? Quels résultats avez-vous publiés? Ils regardent vraiment, ils essaient de regarder quelle a été votre capacité à produire des résultats en rupture, originaux, à travers vos publications. Donc, ne vous mettez pas des barrières, hein. Faites-les tomber plutôt, hein, quand vous candidatez à de l'ERC, aussi bien au niveau du projet qu'au niveau de votre parcours. Je ne sais pas, je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait non, il n'y a pas d'autres questions. Dans ce cas, on va continuer maintenant sur ce qui est les Attends. dossiers. Ah non, mais pardon. AZ, une question rapidement alors. Hop, très rapidement. Du coup, tout ce qui est question d'organisation autour de l'ERC, etc., est-ce qu'il sera possible d'avoir des documents pour pouvoir en fait organiser les working packages, les KPI, etc., sachant notamment que sur le Synergie, c'est très compliqué en fait. Je suis en train d'essayer de. Justement, il faut faire vraiment Voilà, attention. exactement, c'est ça. Dans l'ERC, il n'y a pas de KPI. KPI, c'est vraiment une terminologie qu'on utilise dans les clusters, dans les piliers numéro 2, justement. Ok. Parce que les KPI sont l'équipe Pathway Impact. Mhm. Et ça, c'est C'est dans quoi les dans la KPI, recherche Rosa? dans laquelle C'est on Knowledge Innovation Community, enfin, je ne sais plus. Non, c'est vraiment les principes de ce qui est attendu dans les appels du cluster des E-performance, piliers numéro 2. Oui. Ici, en l'ERC, l'impact, ce n'est pas un critère d'évaluation. Non. Le seul critère d'évaluation, on insiste, c'est l'excellence scientifique et il peut avoir de l'impact scientifique dans sa communauté et ça s'arrêter là.
Et c'est tout. Donc, il n'y a pas non plus obligation de présenter un programme, une ERC dans lequel on va présenter des work packages, des délivrables et tout ça. Ça, c'est transparent pour l'ERC. Ici, dans les dossiers ERC, c'est le chercheur qui va définir la façon comment il va présenter son travail. Et je vais revenir sur ça justement parce qu'on est sur les prochains points, que c'est les dossiers ERC. Donc, peut-être que vous allez retrouver vos réponses à continuation. Donc, sur les dossiers ERC. Les dossiers ERC, c'est un dossier complet qui est présenté au moment de la soumission, au moment de la deadline. On va présenter un dossier complet, même si ce dossier va être évalué en 2 moments différents. Donc, au moment de la deadline, vous allez soumettre un dossier qui est constitué d'une partie administrative, des documents administratifs, que vous le voyez là, ici, en couleur verte, dans les carrés, dans les rectangles. Et à côté, on a les documents qui sont les documents scientifiques, que c'est décliné en 2 parties. Pour le moment, ce qu'on vous présente, c'est ce qui était dit pour le programme de travail, jusqu'au programme de travail 2023. Sachant que ça va changer pour le programme de travail 2024. Mais dans la première partie, les documents administratifs, donc, il y aura une première section dans laquelle il y a l'information générale que vous les faites, la plupart des personnes qui accompagnent toutes les soumissions au projet européen connaissent très bien les portails des participants dans lesquels vous aurez à entrer d'informations générales sur l'institution qui va accueillir l'ERC, sur les participants, sur les chercheurs, sur les budgets, sur les questions d'éthique et de sécurité. Et ce qui est important pour l'ERC au moment de remplir cette partie administrative, c'est la définition. D'abord, on l'a mis ici, la Primary ERC Review Panel. C'est le panel dans lequel vous allez soumettre votre proposition. Et je reviens sur ce que Caroline a dit. Il faut vraiment, au moment que vous travaillez votre projet scientifique, vous poser la question où se trouve l'hypothèse la plus importante de mon projet. Et c'est sur cette base que je vais choisir les panels principaux. Si, après avoir fait cette réflexion importante, je trouve que de toute façon, une participation, mon projet a des implications où j'ai besoin de faire appel à des compétences qui se trouvent dans un autre panel, on peut aussi définir ce qui est là indiqué comme les Secondary ERC Review Panel, dans lesquels, au moment que l'évaluation aura lieu, et c'est pour ça que c'est vraiment important de bien choisir ces panels, c'est les présidents du panel qui va décider sur la base des mots-clés que vous allez aussi écrire avant, écrire dans cette partie-là, plus l'abstract qui a été aussi écrit ici dans la partie administrative, qui va définir qui, dans les membres du panel, va faire la lecture de la première partie B1 scientifique de votre proposition. Donc, ne pas attendre en dernière minute pour choisir son panel. C'est une réflexion qui se fait en même temps que vous développez votre réflexion sur le projet scientifique lui-même. Sur les questions d'éthique et de sécurité aussi, c'est une question qui doit être incorporée d'une façon évidente, on va dire, dans votre proposition, parce que s'il y a quelqu'un qui va travailler avec des données personnelles pour la recherche, on sait pertinemment qu'il y aura des questions scientifiques et qu'il faudrait que dans les projets soit adressé comment ces données personnelles vont être traitées, gardées, ou quels seront les formulaires de consentement qu'on aura à demander aux participants, etc. À chaque chercheur a une connaissance de son domaine, a une connaissance de son travail, mais des fois, c'est bien de rappeler qu'il y a des questions éthiques qui peuvent être explicites et qu'il faut prendre en compte du moment de la création, de la préparation de sa proposition. Et finalement, dans la partie des budgets, c'est la partie administrative aussi
parce que dans les RC, il y aura, pour le moment aussi, parce que ça va changer aussi peut-être en 2024, il y a une partie dans laquelle le budget va être indiqué, un tableau à remplir comme dans n'importe quel autre projet européen. Et il y a encore ici, dans la partie administrative, un encadré avec 8000 caractères, que c'est en fait 12 pages, dans lesquelles il faut bien expliquer l'utilisation des ressources dans son projet. Donc, c'est la partie dans laquelle vous allez dire, j'ai besoin de 12 doctorants et ces doctorants, les doctorants 1 va travailler dans la partie explicite, dans les research track numéro 1, je dis n'importe quoi, mais d'une façon très claire, définir comment le budget va être utilisé. Donc, ça, c'est la partie administrative. C'est la partie dans laquelle vous devez vous faire aider. Les chercheurs doivent se faire aider avec l'institution d'accueil parce que c'est l'institution d'accueil qui peut lui aider aussi à définir qu'est-ce que c'est possible de faire ou pas des points de vue budgétaires. Et après, il y a vraiment très peu d'annexes pour les ERC. L'annexe, en fait, c'est pour les starting et les consolidateurs. Il faut toujours ajouter les PhD diplômes, dans lesquels c'est marqué la date de soutenance de la thèse, parce que c'est la date de soutenance de la thèse qui va définir les calculs de la fenêtre d'éligibilité. S'il y a besoin de faire une demande d'extension de la fenêtre d'éligibilité, par exemple, parce qu'il y a eu des enfants et donc c'est des maternity leaves, et dans ces cas-là, ça suffirait de mettre l'acte de naissance de l'enfant ou le livret des familles, ça suffit. Mais si c'est des congés de paternité, il faut mettre un document de l'employeur dans lequel c'est clairement marqué le nombre de jours qui ont été pris pour cette congé de paternité. Et des fois, et ça c'est un conseil général que je donne aux chercheurs, c'est que si les chercheurs ont décidé de prendre des congés de paternité, il faut les prendre d'une façon officielle avec son employeur parce que c'est la seule façon après de justifier qu'effectivement ces congés ont eu lieu. Et des fois, c'est utile parce que si quelqu'un a eu sa soutenance de thèse à la fin du mois de décembre et ils ont pris, je ne sais pas, 30 jours de congé de paternité, ça les permet d'aller une année plus loin et donc d'étendre vraiment d'un an la fenêtre d'éligibilité. Et après, une chose qui est commune à toutes les ERC, l'autre annexe important, c'est la lettre de soutien de l'institution d'accueil. Et donc, c'est les cellules d'accompagnement des institutions qui vont préparer cette lettre de soutien. Donc, ça, c'est la partie administrative. C'est simple, c'est comme n'importe quel projet européen, on va dire. Et dans les ERC, on a la partie scientifique. La partie scientifique, ça se fait en deux sections, deux grosses sections. La partie B1 dans laquelle il y a un extended summary qui s'appelle, c'est la extended synopsis, 5 pages dans lesquelles il faut présenter l'état de l'art, les défis scientifiques auxquels vous vous attaquez, comment vous allez vous travailler, et dans lesquels, en plus, il faudra écrire d'une telle façon de convaincre vraiment les membres du panel que votre projet est un projet qui vaut la peine d'aller être lu d'une façon complète à l'étape numéro 2 de l'évaluation. Je reviendrai sur ça, c'est très important de comprendre. Dans ces parties B1, pour le moment, il y a, et d'une façon très bien cadrée et définie, la partie qui correspond au curriculum vitae du chercheur et ce qu'on a appelé comme les Early Achievement Record pour les starting et consolidateurs ou le 10-year track record pour les advanced. Ces parties B et C va très probablement changer à partir de 2024. Et on a le deuxième document, que c'est la proposition scientifique proprement parlant, c'est 14 pages, dans lesquelles il faut adresser les problèmes scientifiques et comment vous allez y travailler pour arriver avec succès avec ces projets scientifiques. Donc, il y a deux documents distincts qui seront lus par deux membres, qui seront lus par des groupes différents. La partie B1 sera lue par des membres du panel et la partie B2, ça sera lu
par des experts scientifiques dans les domaines spécifiques très pointus dans lesquels vous travaillez. Donc, un premier conseil important que nous donnons, c'est si vous pensez faire un projet, il faut mûrir son idée. Il faut vraiment travailler l'idée scientifique sur laquelle vous voulez vous plonger. Et ça prend du temps. Dans un projet ERC, c'est peut-être une année, on mène des fois, c'est plus, dans lequel les chercheurs commencent à mûrir ces idées, les discuter avec sa communauté, avec des autres chercheurs, avant de commencer le processus lui-même d'écriture d'un projet. Mais les dossiers en soi-même, c'est un dossier court. En total, vous voyez là, pour le moment, c'était 5 pages pour les standard synopsis, 4 pages pour les CV et 14 pour l'autre. Donc, 30 pages, gros total. Mais que ça nécessite une réflexion importante. Comment ça se passe l'évaluation? Après qu'on a vu les dossiers, comment ça se passe l'évaluation? Donc, on a dit que le dossier est évalué à 12 étapes. Donc, il y a la première partie, le premier moment qui est là, vous l'avez en vert, dans les rectangles verts. C'est le moment dans lequel vous soumettez à la deadline. La partie B1, B2, toute la partie administrative va être déjà remplie et vous aurez les annexes et la host institution, la support letter et votre diplôme de PhD. Dans un premier moment, l'agence exécutive va faire une vérification de l'éligibilité, c'est-à-dire va vérifier si effectivement vous êtes un starting ou un consolidateur ou si vous avez vraiment droit ou pas à des extensions de la fenêtre de l'éligibilité. Si ça se passe, ça commence l'action des membres du panel. Ces membres du panel, ce sont des personnes, des scientifiques de très haut niveau qui ont été choisis par les conseils scientifiques de l'ERC. Donc, les membres du panel sont élus par des autres scientifiques. Et en réalité, par exemple, si on parle d'un panel, del panel, par exemple, le panel PO6 en Computer Science and Informatics, c'est un panel dans lequel il y aura des membres du panel qui vont toucher à tout l'ensemble des domaines qui peuvent être dans les computer science. On peut avoir des spécialistes de l'intelligence artificielle, des spécialistes des algorithmes ou des spécialistes de la robotique ou de la... d'une façon très, très large, on va couvrir tout ce qui sont les sous-panels et que vous allez voir. Caroline a mis dans les transparences avant les liens vers les structures de panels qui existent maintenant. Et donc, ces membres du panel, ce sont des scientifiques de haut niveau, mais qui très probablement ne sont pas des spécialistes du projet que vous allez soumettre. Donc, la partie B1 doit être en capacité, doit être écrite de telle façon que vous allez convaincre ces membres du panel, des scientifiques qui connaissent d'une façon large les domaines dans lesquels vous travaillez, de que l'idée que vous proposez, c'est une idée en rupture et une idée qui vaut la peine d'aller regarder plus en détail. Donc, c'est entre 3 et 4 membres du panel qui vont lire chaque proposition. Ils vont se réunir ensemble et ils vont décider quels projets vont être évalués à la deuxième étape. En général, le nombre de projets qui vont passer de l'étape 1 à l'étape 2 sont entre 2 et 3 fois le nombre de propositions possibles de financer. C'est-à-dire, dans les programmes de travail, je reviens à ces documents importants de que j'ai parlé avant, dans le programme de travail, il y a toujours défini, à un moment donné, on dit le budget total de l'appel, les budgets qu'il y en a pour les starting grants, et tout en bas, on dit à peu près, je dis n'importe quoi, 300 bourses seront financées. Donc, si ces 300 bourses qui ont été définies à être financées dans les programmes de travail, au moment de passer de l'étape 1 à l'étape 2, on va prendre entre 800 et 900 propositions qui vont passer à l'étape 2 d'évaluation.
J'espère que c'est clair. Et si votre projet s'est arrêté à l'étape 1 de l'évaluation, donc vous allez recevoir à la fin du processus, vous allez recevoir une évaluation summary report avec qui sera notée B ou C. Si vous êtes noté B, vous devez attendre 1 année de plus pour pouvoir resoumettre. Si vous êtes noté C, vous devez attendre 12 années de plus pour pouvoir resoumettre. Donc, il y a des conditions de resoumission qui vont s'appliquer. C'est important, donc, de bien écrire et de bien cibler son public au moment de l'écriture de la B1. Et c'est pour ça qu'il y a un moment, quelqu'un nous demandait sur les membres du panel. Les membres du panel, en fait, sont des scientifiques qui ont signé un contrat d'évaluation pour 4 ans avec l'agence exécutive de l'ERC, mais ils vont siéger 1 année sur l'autre pendant ces 4 ans. Donc, si par exemple, on est sur l'évaluation de l'année 2023, ce sont les personnes qui ont évalué aussi en 2021. Ça permet, ou qui vont évaluer en 2025. Cela permet de voir, et vous pouvez aussi, il y a l'accès à toutes les années des membres des panels par année, c'est public, l'agence exécutive publie, une fois que l'évaluation est finie, va publier les noms de ces personnes, et vous allez voir qu'il y a des groupes qui se répètent 1 année sur l'autre. Et donc, vous pouvez avoir une idée générale, et Caroline l'a dit aussi, probable, mais pas du tout sûr de qui va être votre public pour la lecture de votre partie B1 et qui va vous permettre de passer ou pas à l'étape 2 de l'évaluation. Donc, si vous passez à l'étape 2 de l'évaluation, le président du panel va chercher, par contre, des experts scientifiques dans votre domaine. Et à ce moment-là, les experts scientifiques, qui ne sont pas des membres du panel, mais vraiment des experts scientifiques, vont recevoir la partie B1 et la partie B2. La partie B2, c'est l'implémentation du projet, comment vous allez vous y prendre. Et donc là, ce sont des experts qui vont dire, bon, ils vont critiquer avec beaucoup de détails, mais beaucoup aussi d'éthique. C'est une évaluation qui est faite sur des conditions très élevées d'évaluation de la recherche. Et donc, vous allez recevoir, donc il y aura ce rapport d'évaluation qui vont être faits par les experts, qui vont être reçus par les membres du panel, mais c'est les membres du panel qui vont décider in fine sur quel projet ou pas seront évalués. Et si vous passez à l'étape 2 de l'évaluation, en plus de la lecture de ces projets, vous serez invité à présenter votre projet par une audition dans laquelle c'est tous les membres du panel qui vont recevoir tous les candidats un par un. Ils vont discuter avec eux. Ils vont dire, c'est en général entre 30 minutes dans lesquelles ça dépend du panel, ça change à peu près, mais il y a toujours un temps dédié pour la présentation et un temps dédié à questions-réponses. Et c'est dans toutes les évaluations ERC, starting individuelles ou synergie, il y a toujours ce processus d'évaluation de cette audition. Après l'audition, les membres du panel vont être réunis avec les rapports reçus par les experts, avec les impressions qu'eux-mêmes ils ont pu avoir après les auditions, et vont décider. Et vont publier une liste de projets retenus et une liste de projets en réserve. Et vous recevrez aussi, bien entendu, un rapport d'évaluation dans lequel vous pouvez être à 3 niveaux. A, financé, donc c'est le meilleur des cas et on souhaite toujours que ce soit le cas. A, non financé, et donc ça c'est le plus triste parce qu'il n'y a pas eu assez de budget pour les financer, mais que c'est un projet scientifique qui est considéré par les membres du panel de très haut niveau et qui devrait être financé, mais bon, A, non financé. Ou B.
Et dans ces cas-là, A ou A non financé ou B, vous pouvez resoumettre l'année qui suit, donc il n'y a pas de restriction à la resoumission. Voilà pour l'évaluation. Est-ce que vous aurez des questions? Non? Arrive, je vois, hop, Madonna Lamazian, pardon, vous souhaitez poser une question? Votre micro est éteint. J'espère que ça. Non, il est allumé et on vous entend pas. Vous m'entendez? Ah oui, parfait. Oui, désolée. Oui, ma question, c'était par rapport aux conditions de resoumission. Ces conditions de resoumission d'1 an pour la note B et de 2 ans pour la note C, est-ce que c'est applicable aux premières étapes d'évaluation ou c'est applicable uniquement aux deuxièmes étapes d'évaluation? Non, non, j'avais dit. Si vous restez à la première étape d'évaluation, si vous ne passez pas à l'étape 2, d'accord? Là, vous pouvez avoir deux qualifications, on va dire, B ou C. Et là, il y a des restrictions à la soumission. D'accord. Donc, 1 an pour les B et 12 ans pour les C. Si vous passez à l'étape 2, il n'y aura pas de conditions de resoumission parce que vous pouvez les resoumettre l'année qui suit, sans problème. Donc, en D'accord. fait, comme vous pensez, et c'est vraiment une question très importante pour les chercheurs, c'est de penser quel est le meilleur moment pour la soumission d'un projet ERC dans leur carrière, surtout pour les gens, les starting et les consolidateurs. Ça ne compte pas pour les advanced en réalité, mais pour les starting et les consolidateurs, c'est très important parce que ça peut faire qu'il faut vraiment bien travailler sa partie B1 pour être sûr qu'on pourra resoumettre l'année qui suit. Être sûr qu'on fait un effort important sur la B1, que c'est un défi écrire la partie B1. Et ça, c'est quelque chose que les chercheurs doivent comprendre parce qu'on écrit pour des scientifiques qui ne sont pas dans les experts dans les domaines spécifiques très pointus dans lesquels vous travaillez. Mais ce sont des scientifiques auxquels vous devez convaincre que votre projet est un projet qu'il vaut la peine d'aller plus loin et le lire à l'étape 2. Parce que si vous passez à l'étape 2, vous pouvez resoumettre. Si vous ne passez pas à l'étape 2, donc il y a des restrictions et vous pouvez perdre la possibilité de soumettre en starting ou en consolidateur. À l'étape 2, il y a donc un projet quand même qui fait 14 pages, hein. Vous avez l'occasion de développer ce que vous voulez faire et en plus, il y a l'audition. C'est-à-dire que s'il y a des choses qu'ils n'ont pas bien compris, ils vont avoir la possibilité de poser des questions et vous d'y répondre et de les convaincre. Alors l'audition, c'est un petit peu le moment où on peut tout gagner et tout perdre, hein. Mais bon, on verra tout à l'heure qu'il y a aussi des actions en termes d'accompagnement sur l'audition. Pour Olivia, le taux de sélection entre l'étape Merci. 1 et 2, on va être, alors ça va dépendre, on va être entre 33 et 40% en moyenne. C'est pas une science exacte, mais on a vraiment, quand on passe à l'étape 2, on est vraiment, on a de grosses chances d'aller au bout. Et ça veut dire qu'il faut aussi travailler beaucoup son audition, parce qu'on peut remonter dans les listes, hein, et après, il y a un phénomène, on va être classé dans une liste, il faut être en haut de la liste, de manière à rentrer dans la partie où ils ont encore de l'argent pour vous financer. Et donc l'audition, ça peut aussi jouer ce rôle de remonter dans la liste et donc d'être financé. Ça va, Rosa? Peut-être qu'on va passer vite sur les stats, puisqu'il est déjà presque 2 heures, hein. C'est vrai? Eh Oh, oui, le pardon. temps passe. Je suis désolée. Bon, je Non, vais non, mais aller rapidement sur les chiffres et les conseils. Donc, la première, c'est il ne faut pas dire dans quel panel il y a un meilleur taux de succès pour choisir son panel. Non, il faut choisir son panel en fonction de la question scientifique dans laquelle vous travaillez parce qu'il y a une distribution plus ou moins homogène de taux de succès par panel. Donc, c'est ça qu'on voulait montrer ici. Une autre question qu'on voulait vraiment adresser, c'est qu'il ne faut pas attendre et il faut dire que le taux de succès est stable tout au long de la fenêtre d'éligibilité. Donc, on a entendu beaucoup dire des chercheurs qui sont en starting et qui, pour des X raisons,
l'année bien évaluée à starting à l'année N, mais pas financée, mais à l'année N+1, ils vont changer au consolidateur. Ils disent non, je vais attendre pour améliorer mon CV pour pouvoir me présenter. Ça, ce n'est pas une bonne stratégie parce qu'en fait, si vous avez un projet qui a convaincu, il faut vraiment ne pas s'arrêter et aller, même si vous changez des catégories. Il ne faut pas s'auto-censurer. C'est ça l'idée de ce projet. Et après, si vous êtes en advance, de même façon, si vous avez un projet qui est mûr, allez-y, il faut soumettre. On avait dit tout au début de ma présentation que les bourses starting et les consolidateurs, ce sont les bourses mieux dotées du point de vue de budget, parce que c'est vraiment les bourses starting et consolidateurs qui sont ciblées par les appels ERC. Donc, vous voyez comment dans cette transparence, comment les budgets a augmenté entre 2007 et 2020, la fin d'Horizon 2020, et on voit que les budgets qui correspondent au starting et consolidateur, c'est un budget qui s'est consolidé et s'est maintenu à haut niveau sur Horizon 2020. Voilà, là, c'est une transparence qui parle clairement la répartition par budget et la répartition par lauréat dans les différentes catégories des bourses. C'est clair. Vous voyez ici, on a les starting et les consolidateurs font 300% pour les starting, 29% pour le consolidateur. Et juste les 20% des lauréats, ce sont des lauréats advance. Donc, si vous êtes jeune, si vous êtes consolidateur, il faut y aller. Ce programme, c'est fait pour vous. Après, on a voulu présenter cette transparence dans laquelle c'est une statistique sur les resoumissions. Donc, quel est l'impact de resoumettre dans une ERC vis-à-vis des taux de succès? En fait, on voit clairement que si vous êtes un new applicant, quelqu'un qui est la première fois, les taux de succès est moindre que si vous êtes un reapplicant. Donc, ça veut dire que vous soumettez une deuxième fois. Les taux de succès augmentent. Et ça, et bien entendu, si vous êtes grantee ou double grantee, et maintenant il y a même des chercheurs qui sont triple lauréats des ERC, c'est que plus vous avez l'expérience de créer ce type de projet, mieux vous vous portez. Mais aussi, chaque fois que vous présentez votre projet, vous allez recevoir ces Evaluation Summary Report de ce que j'ai parlé, qui sont des vraies mines d'informations dans lesquelles vous allez avoir, surtout si vous êtes à l'étape 2, des évaluations qui sont bien faites par des experts scientifiques qui vont vous apporter vraiment des idées et pour lesquelles ça vaut la peine de les faire et de les relire et de tirer profit des informations que vous allez recevoir. Après, c'est la place moyenne de la France. Comment on se situe? Nous, la France, on est 3e en nombre de lauréats ERC au niveau européen. Les plus grands récipiendaires des bourses ERC, c'était la Grande-Bretagne. Maintenant, ils sont en dehors de l'Union européenne, ils sont plus de États l'Union membres. européenne. Et je ne sais pas si vous avez suivi ou pas les news à ce sujet-là, mais très récemment, par exemple, il y a eu un appel des grosses universités anglaises en disant il y a une chute fondamentale des financements et ça vient de cette chute de la participation sur les ERC parce que c'était vraiment des principaux récipiendaires des ERC. C'est-à-dire, nous avons plus de possibilités, mais pour ça, il faut y aller. Maintenant, quelle est la répartition géographique en France des projets ERC? C'est clair, il y a des régions qui sont des régions d'une façon, on va dire, historique de développement de la recherche ici en France, mais en même temps qu'il y a l'Île-de-France qui est là avec sa prédominance importante, mais on voit en même temps qu'il y a que c'est réparti dans l'ensemble des territoires
française, on a des ERC. Donc, et ça, c'est important, encore une fois, de le dire, la situation d'accueil n'est pas un critère d'évaluation de l'ERC. Donc, ce n'est pas un souci d'être dans une université qui est considérée, entre guillemets, plus petite qu'une des grosses universités de l'Île-de-France. Ce n'est pas un critère d'évaluation, c'est la recherche, c'est le projet scientifique qui est évalué. Voilà, et donc quelques conseils rapides. Donc, la première, c'est ne pas s'autocensurer. On insiste sur ça parce qu'on a vraiment un manque de soumission en France qu'il faudrait combler. Il faudrait que les chercheurs aillent vers ce programme. On vous anime aussi à comprendre la philosophie de cet appel. C'est l'idée de cette présentation d'aujourd'hui. Vous aider à définir dans quel cadre vous allez faire, écrire et préparer votre proposition. Il y a toujours des documents qui sont des documents clés qui apparaissent chaque année, les programmes de travail desquels on a parlé. Il y a un guide des candidats et un guide des évaluateurs et les 3 documents changent chaque année. On vous invite à les lire si vous décidez de préparer un projet ERC. Prendre le temps de mûrir les projets, c'est fondamental. Après, aussi, c'est important de se faire aider par des personnes qui ont l'expérience de ces programmes de travail. Donc, nous, les PCNRC, nous sommes là au niveau national, mais de plus en plus, ça se développe au sein de chaque institution, de chaque host institution, des cellules Europe qui peuvent aider aux chercheurs. Après, si vous avez la possibilité d'échanger déjà avec les anciens lauréats, on a de plus en plus de lauréats partout en France, ou bien des collègues de confiance avec lesquels vous pouvez développer votre idée, mûrir votre idée scientifique, il faut le faire. C'est un projet scientifique et vous allez voir, je veux dire à 99% des chercheurs qu'on a accompagnés pendant toutes ces années, ils disent toujours qu'écrire un projet ERC, ça c'est de faire de la science, c'est un exercice de très haut niveau intellectuel qui est vigorissant pour le futur de la recherche. Après, si vous décidez d'y aller, il faut s'entraîner, il y a des ateliers d'écriture, il y a des relectures d'anglais. On vous conseille de faire, de travailler de ne pas faire appel à des consultants en général, mais surtout de travailler avec les personnes qui ont l'expérience de l'ERC. Après, il faut écouter et entendre les critiques que vous allez avoir au moment que vous allez commencer dans ce processus d'échange. Mais à la fin, c'est vous qui décidez. C'est vous qui devez prendre, en tant que chercheur, c'est votre projet et c'est vous qui décidez. Et finalement, n'ayez pas craindre l'échec parce que vous pouvez capitaliser sur l'expérience. On l'a dit, ça l'a montré les statistiques que je vous ai montrées au sujet des resoumissions. Pour finir aussi, on a les sites de l'Europe, de l'ERC, dans lesquels c'est une vraie mine d'informations que vous pouvez trouver. Il y a une base de données de projets. Il y a des vidéos qui sont développées par l'ERCOA sur comment écrire son projet. Très bonne. Et je pense que je passe la parole à Caroline. Tu vas plus pouvoir, là, la voix qui commence à… Alors, je vais prendre la suite en vous présentant donc un petit peu le panorama des aides dont vous pouvez bénéficier au niveau français. Tout d'abord, l'ANR souhaite favoriser la candidature des chercheurs et enseignants-chercheurs français aux appels ERC. Elle a mis en place 2 instruments. Un premier instrument qui s'appelle Appel Tremplin ERC, qui est ouvert aux chercheurs Starting et Consolidator qui ont obtenu, donc qui ont passé la 2e étape d'évaluation et qui ont été classés A. Donc, elle est A, mais non financée, malheureusement, puisque ça, c'est la note toujours enfin, un peu désagréable quand même. Donc, il y a un appel pour les starting, un appel pour les consolidators. Si vous êtes un lauréat classé A en starting, que l'année d'après, vous allez passer en consolidator, normalement, vous êtes éligible à cet appel. Je dis normalement parce qu'à une période, ça n'était pas le cas, donc il faudra toujours vérifier qu'il n'y ait pas de nouveaux changements dans les appels à projets. Par contre, si vous êtes en consolidator et qu'après, vous avez vocation à candidater sur l'advanced, vous n'êtes plus éligible.
Donc, en général, l'ANR vous contacte ces candidats directement, et on est sur un budget de 113 000 € actuellement pour 2 ans. L'appel MRSEI est surtout dédié aux personnes qui vont candidater sur des appels synergie et qui seront le corresponding PI, donc le pilote, hein. On ne parle pas de coordinateur sur les synergies, on va dire le pilote dans l'équipe des candidats à la synergie. Et donc là, il y a une première action qui vise à vous aider à à finir de constituer votre groupe Synergie, à vous visiter les uns les autres, hein, pour construire votre projet Synergie. Et on est sur un budget maximum de 35 €. Je me rends compte que je crois qu'on a oublié de parler du projet SRSEI, toujours l'ANR. Et là, c'est un financement plus réduit qui est ouvert qu'aux personnes donc, qui n'auraient pas toujours Synergie, parce qu'il y a un oral pour les synergies. Donc, pour les chercheurs qui n'auraient pas bénéficié de l'appel MRSEI, mais qui passent à l'audition des synergies, il y a un petit financement qui est ouvert, qui normalement doit être mis en place assez rapidement pour vous permettre également de vous rencontrer et de vous aider à vous préparer à l'audition de l'appel synergie. Slide d'après. Alors là, maintenant, on quitte l'ANR, on va sur une fondation, c'est la fondation Bettencourt-Schuller, qui, elle, propose un financement qui vient substituer à l'ERC. Donc là aussi, on est sur des personnes qui ont atteint la 2e étape, qui ont été classées A, qui ont été sur liste de réserve, et qui ont un projet qui rentre dans le domaine des sciences de la vie. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément sur un panel du domaine LS, le projet concerne les sciences de la vie, donc éventuellement, ça peut être PE et SHS. Ce n'est pas une condition limitante sur ces appels à projets. Donc, il y a un appel à projet qui est ouvert en candidate. Il y a 7 personnes qui sont retenues chaque année. Il y a quelques autres conditions que vous voyez ici apparaître, hein, être responsable d'équipe ou avoir une activité de responsable d'équipe. Il faut y avoir, il y a une période de temps dans laquelle vous pouvez candidater en termes d'expérience en recherche à l'issue de l'obtention du doctorat. Surtout, les montants qui sont financés vous permettent vraiment de remplacer le financement ERC. Donc, pour les personnes qui déposent des projets dans le domaine des sciences de la vie, c'est vraiment une deuxième opportunité, à partir du premier projet, d'être financé, de pouvoir réaliser le projet que vous souhaitez mener à bien. Avec La année à slide- mission. Oui. Slide suivant, les documents utiles. Alors, première slide, donc vous aurez le PowerPoint, hein, vous aurez toutes les informations. Donc là, c'est toutes les informations que vous pouvez trouver proposées par l'ERCEA. Que ce soit le programme de travail, il y a à nouveau des informations sur les membres de panel, les success stories, et 2 documents qui sont vraiment très aidants, hein, quand on candidate, même si la lecture peut être un peu ardue. En plus du programme de travail, c'est l'information pour le candidat. Les informations proposées maintenant au niveau français par le PCN. Tout d'abord, nous avons un site internet qui met à disposition un certain nombre de conseils, notamment les clés pour une bonne candidature. Je vous invite vraiment à le lire. En plus, c'est ouvert à n'importe quelle heure, donc n'importe quand, vous pouvez vous connecter à partir de l'encart du PCN-ERC. Vous avez les clés de la bonne candidature, et dans les actualités et événements, vous allez avoir accès à tout notre parcours d'accompagnement, parce que cette session, c'est juste la première pierre à l'édifice. Slide suivant. Ah, oui, voilà, merci. Donc, pour aller plus loin, on va vous proposer tout un parcours d'accompagnement à votre candidature, qui va constituer donc ce webinaire, c'est la toute première pierre. Ensuite, vous avez un webinaire dédié par catégorie d'appel: Starting, Consolidator, Advanced, Synergie, Proof of Concept même. Vous allez avoir une présentation détaillée de chaque appel. Donc, l'organisation telle qu'on l'a conçue, c'est que vous avez un webinaire enregistré, des PowerPoint sur lequel on vous présente tous les attendus et tous les objectifs liés à un appel à projet. Pendant le webinaire lui-même, vous avez un retour d'expérience de 3 à 4 personnes, un membre de panel et des lauréats récents pour l'appel visé.
Elles font un petit retour d'expérience d'après 10 minutes et ensuite, pendant plus d'1 heure, vous avez la possibilité de leur poser des questions en direct. Donc c'est une formidable opportunité de pouvoir avoir accès à un nombre important, de lauréats, surtout si sur votre site, il n'y a pas de lauréats que vous pouvez contacter ou dans votre site ou dans votre environnement scientifique. Ensuite, 2 mois avant chaque clôture de l'appel, tous les mardis, nous avons une session de PCN à votre écoute qui est ouverte, hein. Globalement, c'est un lien qui est toujours le même, qui est ouvert à tous et 2 mois avant l'appel, on fait une session dédiée à l'appel concerné, pendant lesquelles vous vous connectez et vous posez toutes les questions dont vous avez besoin. Pour les personnes qui auront à l'oral, il y aura une audition également, une préparation à l'audition, donc toujours le même système, un PowerPoint enregistré qui reprécise un petit peu, le contexte de l'appel et les choses sur lesquelles vous devez être vigilant et une large session avec des témoins qui vont présenter leur expérience et avec qui vous allez pouvoir interagir directement. Donc ces informations, ces webinaires, vous pouvez y avoir accès à travers la page web, donc j'ai parlé un peu plus haut, mais aussi à travers, un lien Twitter et LinkedIn, puisque le PCN est présent sur Twitter et LinkedIn. En plus, donc le rôle du PCN-ERC, donc au-delà des actualités, des informations, des webinaires, nous proposons des entretiens individuels et ça peut être, un moyen de discuter avec nous de votre idée de projet, de réfléchir avec nous de votre idée de projet. Nous avons une hotline, hein, donc vous avez l'adresse ici qui vous permet, de répondre, qui vous permet de poser des questions un peu spécifiques à, à votre projet. Voilà et enfin l'équipe du PCN-ERC, donc Rosa qui assurait avec moi, la présentation, Pascal, que nous avons vu apparaître, en démarrage de la session et que Ouais, bonjour. revoilà. Et enfin Marie qui est absente cette semaine, mais qui, participe avec nous dans cette merveilleuse aventure qu'est le PCN-ERC. Donc l'idée, c'est quand même qu'on aide votre communauté et je reprendrai, le message de Rosa: «Ne vous censurez pas». Vous avez nous, on pense que vous avez tous le potentiel de candidater à l'ERC. Notre mission, c'est de vous en convaincre et de vous aider à candidater à ces projets ERC. Donc ne vous censurez pas. Faites tomber les barrières, tant au niveau de la conception du projet qu'au niveau de votre profil. N'hésitez pas à candidater.